Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. L'Union africaine était en mode réforme et autofinancement durant les travaux de la 29e session de l'Union à Addis Abeba en Éthiopie. Le chef de l'État fort Eswazimna Gnazingbe y a pris part aux côtés de ses pairs du continent. Ils ont ensemble également évoqué la lutte contre le terrorisme et la nécessité de trouver une solution à tous les conflits qui déstabilisent le continent. Des journées de purification pour conjurer le mauvais sort et demander le repos de l'âme des disparus. C'est l'autre étape du long processus de réconciliation entre tous les Togolais. Des journées qui débuteront jeudi prochain pour toutes les religions du pays sur initiative du Ashkroun. Et puis plus de 100 000 élèves de la classe de 3e sont en examen depuis ce matin au Togo. Ils restituent les connaissances de 9 mois de cours pour l'obtention du BEPC. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. À Addis Abeba en Éthiopie, le 29e sommet de l'Union africaine est arrivé à son terme ce mardi. Il faudra retenir de ces 2 jours de travaux des chefs d'État et de gouvernement de l'Union des avancées notables, notamment dans la résolution du conflit territorial qui oppose Djibouti et l'Érythrée et surtout le projet de réforme de l'Union africaine et son autofinancement. Nous reviendrons tout à l'heure sur les travaux proprement dits. Le chef de l'État, Fort Eswazimna Gnazingbe, a pris part donc aux travaux de cette 29e session aux côtés de plusieurs de ses pairs dans la capitale éthiopienne. Et en marge de la rencontre, le président de la République a eu plusieurs entretiens avec des personnalités présentes. D'abord avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Avec le président de l'autorité palestinienne, le chef de l'État a évoqué des questions d'intérêt mutuel tenant à la coopération bilatérale et à la coexistence pacifique entre les peuples. Le président de la République s'est ensuite entretenu avec le président par intérim de la République fédérale du Nigeria, professeur Yemi Osibanjo. Ensemble, ils ont partagé leurs expériences respectives dans l'optimisation du dividende démographique par la promotion de la jeunesse, thème d'ailleurs de cette 29e session. Professeur Osibanjo s'est confié à la presse à sa sortie d'audience. Nous l'écoutons. C'est une visite amicale que je viens de rendre au président Fort Gnazingbe. Cette visite nous a permis d'échanger sur l'intégration régionale au sein de la CEDEAO. Le chef de l'État togolais et moi-même avions partagé nos expériences respectives dans l'optimisation du dividende démographique pour la promotion et l'autonomisation de la jeunesse. Suite des chefs d'État, le président de la République a échangé sur la coopération entre le Togo et le Japon avec l'ambassadeur Yoshifumi Okamura, une coopération dont les perspectives ont été abordées. Nous écoutons le diplomate japonais. Je suis un ambassadeur Okamura et j'étais un ambassadeur du Japon pour Togo. Et maintenant, je suis à Tokyo. Je suis un représentant du gouvernement du Japon pour la paix et la stabilité en général, mais surtout en Afrique. Et maintenant, son Excellence président Fort Gnazingbe était nommé comme président de CEDEAO. Et donc, il doit jouer un grand rôle pour la paix et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour cela que nous avons eu une très bonne discussion entre nous pour travailler ensemble, le Japon et CEDEAO ensemble, et surtout le Japon et Togo. Le directeur exécutif du Fonds mondial de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH était également reçu par le chef de l'État à Addis Abeba en Éthiopie. Dr Mark Dibul a salué le leadership du président de la République et la qualité du partenariat existant entre le Fonds mondial et le Togo. En fin de mission, Dr Dibul a également profité de l'occasion pour présenter son successeur au chef de l'État. Nous écoutons donc Dr Marik Virok
prochaine directrice du Fonds mondial. D'abord, c'est pour remercier tous les chefs d'État qui ont aidé le Fonds mondial. Le deuxième, c'est pour remercier son Excellence, le président du Togo, pour son leadership. Et pour présenter Madame Dr Maraika Windrock, comme elle est l'intérimaire directeur exécutif du Fonds mondial. C'est pour présenter et pour dire aussi merci à toutes les bonnes choses le peuple togolais a fait dans le secteur santé. Toujours dans la capitale éthiopienne, des questions de paix et de sécurité étaient au cœur des échanges entre le président de la République et le ministre angolais de la Défense, Joao Lourenço. Le président de la République, Faure Gnassingbé, et le ministre angolais ont ensemble évoqué la coopération entre leurs deux pays, une coopération vieille de plusieurs années. Le président de la République s'est également entretenu avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. En sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État a évoqué les relations entre l'institution et l'Afrique de l'Ouest avec Madame Amina Mohamed, que vous voyez sur ces images. Voilà donc a eu à Addis Abeba en Éthiopie en marge des travaux de la 29e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et cette session, c'était d'hier à aujourd'hui à Addis Abeba. Le président de la République a donc pris part aux travaux de ces assises et après la cérémonie d'ouverture hier, les dirigeants du continent ont planché sur les différents rapports portant sur la paix, la sécurité, de même que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les diverses rubriques liées à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union ont également fait l'objet des rapports. Retour sur la cérémonie d'ouverture d'hier avec Joseph Amégan. À cette 29e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, session qui a vu la participation du chef de l'État, Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO. Les échanges ont porté sur les questions de la réforme de l'institution continentale. Ce chantier, qui représente une priorité de l'heure, est destiné à faire évoluer l'Union africaine dans le sens d'une efficacité accrue. Les chefs d'État et de gouvernement ont planché notamment sur les performances de l'institution et de ses organes. La problématique du financement de l'institution a occupé une place importante au cours de ces assises d'Addis Abeba, qui verront également l'adoption du budget 2018. Le sommet a aussi abordé les questions liées à la paix et à la sécurité en Afrique, ainsi qu'à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union. Un document qui fait de la paix, la sécurité, du dialogue politique, de l'autonomisation de la femme, de la gouvernance économique et politique, de la création d'emplois, des priorités pour un développement durable. C'est la première fois que le président de la République, le président Faure Gnassingbé, arrive à Addis Abeba en tant que président en exercice de la CEDEAO. C'est important parce que avant l'ouverture de ce 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, nous avons déjà eu une réunion extraordinaire de la CEDEAO qui est celle qui touche à la réforme institutionnelle au niveau de la CEDEAO. Cette réunion a permis pour la première fois au Togo de revoir les postes statutaires. Nous avions 28 postes statutaires au niveau de la CEDEAO. Maintenant, il est question de revenir à 17 postes statutaires. Donc c'est une responsabilité importante depuis la création de la CEDEAO, qui était d'abord un secrétariat exécutif, aujourd'hui une commission, de régler et de contribuer à une bonne gestion économique et politique de notre commission. Évidemment, le thème de ce sommet qui touche à la jeunesse, donc à la dividende que nous retirons des jeunes, nous pensons que le Togo est déjà en avance pour la simple raison que, comme vous le saviez, il y a plusieurs actions menées par le gouvernement pour améliorer d'abord les conditions de vie des populations et particulièrement la jeunesse togolaise, la jeunesse rurale et la jeunesse particulièrement de Lomé ou des grandes villes. Donc nous sommes à l'aise parce que nous avions avancé sur tous ces projets et tous ces plans de développement
Et nous pensons qu'en discutant sur cette question ici, à l'Union africaine, c'est plutôt une contribution que le Togo est en train de faire. Cette contribution du Togo est déjà reconnue par les Nations Unies. La question de l'autonomie financière de l'organisation panafricaine, la mondialisation et les changements qu'elle induit dans la conduite des affaires du monde ont également retenu l'attention des dirigeants. Une analyse minutieuse a été faite du rapport du président rwandais Paul Kagame, à qui espérons confier la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Un travail que le président de la Commission de l'Union a qualifié d'excellent. Une part belle a été faite aussi à la jeunesse qui constitue 10% de la population africaine. L'Union africaine, consciente de l'importance de ce capital humain, a décidé d'en tirer profit. La recherche des voies et moyens susceptibles de permettre l'épanouissement de cette couche juvénile est envisagée. Cette dernière représente, selon Alpha Condé, président de la Guinée, président en exercice de l'Union africaine, l'alternative qui permettra à l'Union de bâtir des économies fortes capables d'assurer une croissance soutenue et un développement inclusif dans un espace intégré. Pour lui, investir dans cette jeunesse, c'est tout d'abord la rassurer de la détermination des dirigeants du continent à lui ménager un présent acceptable et un futur meilleur. Pour les dirigeants africains, une jeunesse saine, éduquée et dotée de moyens catalyseurs de son génie créateur constitue un facteur de paix, de stabilité et de sécurité. Il invite donc à tous les pays du continent à s'investir davantage dans la jeunesse pour le renouveau de l'Afrique, d'où justement le thème de cette 29e session, tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir des travaux de cette 29e session de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en Éthiopie. Autre actualité, les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire national avec la science de la vie et de la terre SVT. Ils sont 116 767 candidats cette année avec un bond spectaculaire des filles. Un examen qui se déroule dans de bonnes conditions selon le ministre des Enseignements primaires et secondaires après sa traditionnelle tournée d'inspection. Le compte rendu avec Sonia Amenipo et Luc Assi. Les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC 2017 ont effectivement démarré sur l'ensemble du territoire national. La science de la vie et de la terre SVT est la première épreuve à laquelle ont été soumis les 116 767 candidats régulièrement inscrits, dont 50 711 filles. À la sortie de cette première épreuve, après 2 heures d'horloge, les candidats et candidates du centre du CG8I se sentent en confiance. On a commencé avec l'SVT, ça s'est bien passé. Les questions étaient abordables, on a fait de notre. On nous a demandé de dessiner l'œil, on a fait le rein, nous avons dessiné. Moi, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. J'espère que ça va marcher cette année. On a bien dessiné, comme on nous avait demandé ça en devoir. 284 centres d'écrit ont été créés dans les 5 régions du Togo, plus un centre d'écrit à Accra au Ghana. Pour constater le début effectif de cet examen, le ministre chargé de l'enseignement primaire et secondaire s'est rendu dans les centres d'écrit du complexe Notre-Dame de la Trinité de Hidjranawe, du lycée de Hidjranawe et du CG8I. C'est d'abord un message de félicitations pour avoir été studieux tout au long de l'année, pour avoir suivi les conseils de leurs parents et de leurs enseignants, et nous les avons encouragés à bien se tenir tout au long de l'épreuve et surtout à bien réfléchir pendant les vacances pour le choix de leur orientation l'année prochaine. Nous leur avons dit qu'ils constituent ce que notre pays a de plus cher, de plus précieux, puisque c'est la relève. Je voudrais aussi peut-être profiter de cette occasion pour remercier tout d'abord les plus hautes autorités de ce pays qui ont pris toutes les mesures afin de nous permettre d'organiser au mieux cet examen. Mais avant l'examen, il a fallu que l'année se déroule dans des conditions
acceptable. Après la SVT, ces candidats sont soumis à l'épreuve de dictée-question et aux disciplines facultatives pour le compte de la journée. Cet examen qui prendra fin le vendredi 7 juillet prochain permettra à ceux qui réussiront d'avoir accès au deuxième cycle du secondaire. Et tout comme à Lomé, dans les autres localités du pays, les élèves de la classe de 3e restituent leurs connaissances acquises pour l'obtention du BEPC, quitus d'entrée au lycée. Les échos de Kara et d'Apaon avec nos correspondants Nestor Mozou et Désiré à l'œil. Les derniers coups d'œil sont parfois utiles avant d'intégrer la salle d'examen. Ces candidats passent le brevet d'études du premier cycle. Le coup d'envoi dans la région de la Kara a été donné au collège Adel par les autorités locales. 8 épreuves écrites des matières fondamentales auxquelles s'ajoutent 2 épreuves facultatives à choisir parmi 7. C'est ce qu'il faut affronter pendant 4 jours pour espérer décrocher le BPC et être admis à la classe de seconde. Au BPC 2017 dans la région de la Kara, il y a 12 557 prétendants. Nous pouvons dire que l'examen a été bien préparé. Tous les centres que nous avons eu à parcourir, en tout cas dans ces centres, tout est bien préparé. Nous avons commencé, les salles sont éclairées, et toutes les conditions sont remplies. Nous avons démarré dans la sérénité et nous estimons pouvoir terminer dans la sérénité. Nous avons cette année 12 554 candidats et puis 4 848 filles. Donc vous voyez, par rapport à l'année dernière, les effectifs ont connu une augmentation. Et nous ne pouvons que nous réjouir. De 11 601, l'effectif des candidats au BPC dans la région de la Kara est passé à 12 554, soit une augmentation de près de 8%. Cette augmentation est ressentie beaucoup plus chez les filles que chez les garçons. Au niveau des filles, l'effectif est de 4 848 contre 4 364, 10% de plus que l'année dernière. Quant aux garçons, le taux d'augmentation est de 6%, puisque de 7 237, les candidats enregistrés cette année sont au nombre de 7 706. Des candidats à la porte du deuxième cycle du secondaire, le lycée. Pour y accéder, la clé précieuse, c'est le BPC, brevet d'études du premier cycle. Dans les savanes, les épreuves écrites ont démarré comme partout dans les autres régions du Togo. Constat fait aux premières heures du début de l'examen par les autorités qui ont visité quelques centres. Cette année, la région de la Savane a enregistré 7 327 garçons contre 4 425 filles, soit un total de 11 752. Contrairement à l'année passée, qui est de 9 816 candidats, soit une augmentation de 20%. Tous les candidats ont été casés dans 29 centres pour les 2 inspections Mango et Dapan. Donc je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement qui a su dénouer la crise en permettant aux enseignants de reprendre les cours. Nous remercions sincèrement tous les enseignants qui ont fait de leur mieux pour faire des cours de rattrapage et terminer tous les programmes afin de mettre les enfants dans de bonnes conditions. Cette tournée nous a permis de constater que l'examen a démarré dans de très bonnes conditions. Les surveillants sont là, les élèves sont là, très acharnés sur l'épreuve des sciences de la vie et de la terre, et nous espérons que la suite va nous donner satisfaction. Une semaine de concentration pour restituer leurs connaissances et se compter parmi les retenus qui vont faire les premiers pas au deuxième cycle du secondaire. Chaque jour est une occasion d'apprentissage. Parmi les candidats, ces aînés candidats libres qui ont choisi d'améliorer leurs connaissances. Bonne chance à tous. Les candidats sont donc en examen jusqu'au vendredi, jeunes comme moins jeunes. Et qui dit examen dit mesures prises pour éviter toute tentative de tricherie. Quelles sont celles de cette année? Sonia Aminipo et Lucassi sont allés aux nouvelles. Les 116 767 candidats régulièrement inscrits pour passer l'examen du BPC 2017 sont tous soumis à un contrôle strict avant leur entrée dans les salles d'écrit.
Ceci pour éviter toute tentative et possibilité de fraude. Dans le centre d'écrit du CEG-Witi, comme dans les 284 autres centres, 2 à 3 surveillants sont affectés par salle d'écrit. Nous avons dit au début que les boîtiers, les portables, les téléphones portables, tout ça là a laissé dehors, les calculettes, tout ça là c'est à laisser dehors. Uniquement les instruments de travail, les bics, crayons de couleur, tout ça là autorisé pour le travail. Dans notre salle, rien de cela. Tout est passé normalement. Les candidats sont admis dans les salles d'écrit sur présentation d'une carte d'identité scolaire et d'une carte d'identité nationale pour les candidats libres. Nous sommes rentrés avec nos cartes. Nous ne sommes même pas tournés, nous sommes concentrés sur nos épreuves, sur notre feuille. On a juste travaillé, on n'a même pas tourné pour voir derrière ou soit devant. On est resté là-bas pour travailler. Les surveillants dans les salles d'écrit sont aussi contrôlés par les présidents de jury et chefs de centre. Nous avons rencontré tous les surveillants qui sont convoqués dans notre centre. Et nous avons parcouru ensemble les instructions relatives à l'examen du BPC écrit. Et après cela, nous avons réparti les surveillants 2 par salle. D'abord, j'ai donné des informations aux surveillants de débarrasser les candidats de tout document compromettant, les papiers, tout. Maintenant, en salle, vérifier dans tous les bancs, dans les casiers, dans les couloirs, s'il n'a pas un document. Nous avons un agent de liaison, un professeur, un surveillant qui est toujours dans la salle. Quand un élève ou un candidat a besoin de sortir pour se mettre à l'aise, il lève le doigt, il fait signe au surveillant de liaison qui prend les enfants. Nous avons des toilettes un peu partout. De la même manière, quand un enfant a besoin de prendre quelque chose de son sac, il lève le doigt, il le parle. Ce n'est pas au surveillant qu'il va appeler pour le chuchoter, non. Il appelle, il lève le doigt et on l'accompagne. Au moindre faux pas ou tentative de tricherie avérée, le candidat véreux est automatiquement sorti de la salle d'examen et soumis à d'autres sanctions disciplinaires selon la gravité de la faute. L'autre actualité, ce sont les journées de purification qu'organise le HCROUN, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Des journées qui seront donc organisées du jeudi au dimanche 9 juillet. Et le HCROUN compte sur la participation et le soutien des professionnels de médias et des leaders religieux pour la réussite de ces journées. Vous voyez sur ces images la rencontre donc avec ces différentes personnalités, ces différents représentants de religieux et professionnels de médias hier au siège du HCROUN à Lomé pour les préparatifs de ces journées de purification. Et le HCROUN, donc, dans la réussite de ses missions, organise donc ces journées de purification pour prier pour le repos de l'âme des disparus dans notre pays lors des périodes de crise. Des cérémonies qui ont été confiées aux différentes religions de notre pays et qui ont déjà démarré du côté des religions traditionnelles vaudou avec la consultation des oracles. Quel a été le message? Et qu'entend-on par purification du côté de la religion traditionnelle animiste? Les réponses dans ce dossier de Honoré Modjro. Dans le souci de conjurer les malheurs qui perturbent la tranquillité et le développement du Togo, une cérémonie nationale de purification a été initiée par le Haut Commissariat pour la réconciliation et le renforcement de l'unité nationale HCROUN. À la demande de cette institution, les confessions religieuses du pays s'activent pour la réussite de ce processus. L'initiative du HCROUN, selon les prêtres vaudous, est indispensable et revêt une importance capitale pour la vie de la nation. Pourquoi purifier le pays? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de sang qui ont coulé. Quand il y a un accident quelque part, les traditionalistes viennent là-bas, surtout quand il y a accident mort d'homme. Les gens arrivent là-bas, les gens du vaudou, là, ils arrivent là-bas, ils font des cérémonies là-bas pour faire dégager l'âme qui erre là où il y a eu l'accident. Normalement, s'il y a mort par noyade, par incendie,
par accident, par suicide, mais on doit toujours faire ces cérémonies-là pour apaiser les âmes. Mais si on ne fait pas les cérémonies-là, vous allez voir qu'à chaque fois, il y aura des soulèvements, des brutalités. Et tu vas te poser même des fois la question de savoir, mais ça ne se passait pas avant. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est parce que nous avons maintenant honte de nos traditions. C'est pourquoi les garants des us et coutumes et les praticiens de la religion traditionnelle ont lancé depuis hier les rituels de cette purification par la consultation des oracles appelés Afakaka. Nous avons consulté les oracles et les oracles nous ont dit ce qu'on doit faire, la cérémonie qu'on doit faire. Donc déjà hier, ça a commencé. Aujourd'hui, il y a les rituels qui ont poursuivi dans les couvents. Mardi, ça continue. Mercredi, il y aura veillée d'armes dans tous les couvents. Et le jeudi matin, il y aura une cérémonie que les non-initiés peuvent voir. Donc on le fera au bord de la lagune de bain. Là-bas, nous allons expliquer aux gens, nous allons donner le message des oracles aux gens. Il y aura les cérémonies proprement dites. Et c'est des cérémonies qui vont durer, je pense, 2 heures à 3 heures de temps. Après ces cérémonies-là, il y aura les libations. Et je pense que ce que les non-initiés peuvent voir, c'est ça. Mais pour les initiés même, il y a des cérémonies qu'on doit faire. Nos parents ont eu l'indépendance, mais pas le sacrifice de leur vie. Donc si les gens pensent que c'est les crises là, maintenant que nous subissons là, c'est pas parti de maintenant. Les crises là ont eu lieu avant l'indépendance. Donc c'est tout ça là. On n'a jamais fait ces cérémonies là nationales comme ça. L'apothéose de la cérémonie de purification chez les prêtres de la religion traditionnelle est attendue ce jeudi 6 juillet. Et tous les Togolais sont invités à y prendre part. En quoi consistent concrètement ces cérémonies de purification? Comment vont se dérouler les différentes cérémonies pour les différentes confessions religieuses? La réponse à partir de 21h sur la télévision togolaise dans une émission spéciale. Émission spéciale journée de purification au Togo. Vous voyez donc là déjà les images du plateau de l'émission spéciale. Gerson Deveau reçoit les responsables du H-Kroon et des personnes ressources. Une émission spéciale tenant lieu également de lancement officiel de ces journées nationales de purification. Le 5e rapport sur l'état du système d'information sur le marché du travail 2016 a été soumis à validation ce matin à Lomé. Un rapport qui trace la dynamique observée sur le marché du travail dans notre pays dans l'année 2016. L'objectif est de fournir des informations et permettre une meilleure prise de décision afin de créer une adéquation entre la formation et l'emploi. C'est une idée de l'ANPE. Le reportage est signé Viviane Nsouvi et Antoinette Romao. Va voir. Le Togo, dans sa politique de développement, a inscrit au rang des priorités la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Voilà pourquoi le taux de chômage a été réduit de 6,5% à 3,4% entre 2011 et 2015. Ceci grâce à la mise en œuvre des actions de la SCAP. Mais le sous-emploi reste encore un défi à relever. Parmi les actions réalisées figurent la politique nationale de l'emploi, le plan stratégique national pour l'emploi des jeunes et le plan sectoriel de l'éducation. Ainsi, le 5e rapport 2016 sur le système d'information sur le marché de l'emploi rend compte de la dynamique du marché du travail dans la prise de décision. On constate que de plus en plus, on fait plus d'efforts. Néanmoins, on doit continuer par poursuivre de réaliser ces efforts parce que la population augmente. De plus en plus, les jeunes se forment et beaucoup sortent chaque année. Donc, ça veut dire qu'on doit toujours faire plus d'efforts pour pouvoir satisfaire la population. La stratégie adoptée par le gouvernement pour créer des emplois a porté ses fruits. Au cours de l'année 2016, 2376 volontaires nationaux ont été mobilisés et déployés. Le FAEJ et le PRADEB
ont formé 2593 jeunes en entrepreneuriat et financé 500 plans d'affaires. Le FNFI a touché plus de 150 000 nouveaux bénéficiaires. Plus de 7 000 demandeurs d'emploi ont été enregistrés par l'ANPE. 5 996 cartes de demandeurs d'emploi ont été délivrées. Une stratégie que compte renforcer le gouvernement pour atteindre plus de jeunes sans emploi. Ce communiqué pour poursuivre cette édition, le ministre des Infrastructures et des Transports porte à la connaissance des populations et des usagers de la route nationale numéro 34. Lomé-Vaughan-Enfoin, que les travaux de réhabilitation et de renforcement de la dite route reprennent effectivement cette semaine. Et à cet effet, le trafic sera perturbé à certains endroits de cette route à compter de ce mardi 4 juillet 2017. Durant toute la période des travaux, les usagers sont invités à respecter les panneaux de signalisation et les itinéraires prévus à cet effet. Le ministre des Infrastructures remercie les populations et les usagers de la dite route pour leur patience et invite tout un chacun à la prudence. L'actualité hors du Togo est marquée par cette nouvelle attaque attribuée à Boko Haram dans l'est du Niger. Une attaque donc perpétrée dimanche dernier au soir dans la localité de Galewa, à 110 km à l'est de Difa. Le bilan est de 9 villageois tués et 37 personnes, femmes et enfants, enlevés par la secte islamiste. Après Agou, c'est au tour du Centre de lecture et d'animation CLAC d'Anéro de bénéficier de livres et de dispositifs numériques de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Le centre réhabilité à l'initiative de la Fondation Akerebougou a été remis ce matin officiellement à la mairie de la localité. C'était en présence du ministre en charge de la culture Guy Madjé Lorenzo. Le compte rendu de la cérémonie avec Ekwi Salah. Le centre de lecture et d'animation culturelle CLAC d'Anéro, réhabilité pour l'adaptation à la demande des lecteurs publics. En dehors de 700 nouveaux livres mis à la disposition de cette bibliothèque, le centre va désormais offrir un accès facile à la recherche sur le net grâce au Wi-Fi gratuit. Du matériel informatique et 500 livres numériques sont également mis à la disposition du centre. C'est le fruit de la coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Togo. La présente dotation n'est que le résultat du travail que le ministère de la Culture a entamé depuis un certain nombre d'années concernant la rénovation des centres de lecture et d'animation culturelle. Donc nous sommes dans la continuité de la coopération entre l'OIF et le Togo qui a démarré depuis 1999 dans le cadre de ce programme phare qui en fait consiste quelque part à adapter l'offre de lecture publique aux enjeux modernes. Le CLAC d'Anéro est mis en place en 1904 par les Allemands. En 2007, le bâtiment a été réhabilité par la région des Yvelines en France. Son adaptation aujourd'hui à l'évolution technologique et numérique est une volonté du gouvernement qui entend faire des centres de lecture du Togo un modèle dans la formation et l'éducation des élèves. Il est bien de dire que les technologies de l'information et de la communication, donc que l'évolution technologique et numérique du monde va sonner le glas de la culture matérielle et du livre. Les hommes passent, les monuments tombent en ruine, ce qui reste, ce qui survit, c'est la pensée humaine. Et c'est bien l'expression des cultures du monde que nous apportons aux jeunes et à toutes les populations des lacs à travers la présente cérémonie. Désormais, les CLAC disposent de ressources documentaires, audiovisuelles, numériques de pointe. Les biens que nous remettons aujourd'hui comprennent un nouveau poste téléviseur, un appareil photo numérique, des ordinateurs portables de dernière génération, en attendant les tablettes et livres numériques téléchargeables grâce au Wi-Fi. Cette dotation renforce le fonds documentaire existant qui seront à nouveau renfloués grâce aux acquisitions de livres que le ministère va bientôt faire. Il faut souligner que la politique de notre département et de l'OIF est de mettre à la disposition du public et des populations des livres utiles, très proches des programmes scolaires et universitaires, très proches des attentes et des demandes.
C'est pourquoi, chers frères et sœurs d'Anerod et ses environs, nous vous invitons à fréquenter le CLAC. Nous avons fait en sorte que l'accès aux livres et à toutes les ressources disponibles dans les CLAC soit entièrement gratuit pour tous. Cette politique de numérisation va prendre en compte les 11 CLAC du Togo. Le ministre Guy Madié Lorenzo a réitéré ici l'engagement du gouvernement à étendre les centres de lecture et d'animation culturelle dans les autres communes au profit des amoureux de la lecture. La mairie de la ville d'Anéro a saisi cette occasion pour décerner des diplômes d'honneur au ministre Guy Madié Lorenzo, aux représentants du Bureau de l'Afrique de l'Ouest OIF et à la secrétaire générale de l'OIF Michael Jean pour leur engagement dans la promotion de la culture togolaise. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Je vous rappelle la suite de nos programmes. À partir de 21h, vous suivrez l'émission spéciale lancement journée de purification au Togo. Gerson Dovo reçoit donc les responsables du HCROUN et des personnes ressources. Une émission spéciale tenant lieu de lancement officiel de ces journées de purification qui se dérouleront du jeudi 6 au dimanche 9 juillet prochain. Et à 22h30, Adolphe Paca vous retrouve pour la dernière édition du journal. Bonsoir.